Face à l'Afrique aujourd'hui, je reçois M. Amadou Thierno Diallo qui a écrit un livre autobiographique pour un fils du terroir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc vous êtes sur Africain à l'émission Face à l'Afrique. Donc je reçois aujourd'hui M. Amadou Thierno Diallo, ancien ministre de la Guinée et qui a écrit un livre autobiographique et qu'il va aujourd'hui nous parler les grandes lignes donc, de ce bouquin. Et il doit également aujourd'hui faire une conférence de dédicace de ce bouquin et à partir de 14 h donc, dans le 20e arrondissement de Paris. Eh bien, bonjour M. Diallo. Bonjour M. K. Merci d'avoir accepté notre invitation et la toute première question que je pose à tous mes invités, c'est d'abord vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour encore une fois. Merci M. Karasouli et Africa One de m'avoir invité pour cette émission Face à l'Afrique. Je suis un fils de l'Afrique, précisément de la Guinée et des zones rurales de la Guinée où j'ai grandi à ma jeunesse avant d'aller à l'université. Donc, je suis un pur produit de l'école guinéenne, diplômé ingénieur des mines de la faculté des mines et géologie de la Guinée, de l'université guinéenne. Après, j'ai eu des bourses post-universitaires pour aller aux États-Unis où j'ai fait 3 masters, un master en économie minière, un MBA en finance et un master en relations publiques internationales. J'ai une expérience de plus de 40 ans. Ce serait un peu compliqué de parler de moi, d'une vie professionnelle de plus de 40 ans en quelques minutes, mais tout ce que je dirais, c'est que j'ai travaillé pendant 10 ans en Guinée, dans les mines, et j'ai travaillé dans les institutions internationales, à la Banque africaine de développement pendant 10 ans, où j'étais chargé du secteur de l'énergie et des technologies de l'information. Mon dernier poste, c'était représentant de la banque à Bamako. Et puis, j'ai travaillé à la Banque islamique de développement qui est basée à Jeddah, où mon dernier poste était directeur général par intérim des pratiques globales, ce que les anglophones appellent Global Practice. Donc, je supervisais tous les secteurs. Et en 2021, j'ai bénéficié d'un décret en Guinée où j'ai été nommé ministre de la coopération et de l'intégration africaine. Donc, un parcours très, très riche, monsieur le ministre. Donc, vous avez écrit à cette occasion ce livre autobiographique pour parler de votre enfance et puis également donc, de votre parcours. Eh bien, pourquoi un livre autobiographique à cet âge-là? Parce que vous êtes encore jeune. Très bonne question. En fait, ce livre a évolué. Et quand j'ai commencé à l'écrire, en fait, je voulais parler du développement. Et particulièrement de l'intégration régionale. J'étais au Sénégal. J'ai pris la route pour aller voir ma famille, mes parents, au cœur du Fouta, Djalon. Donc j'ai fait la route. Arrivé à la frontière entre le Sénégal et la Guinée, il était 18 h, on ne m'a pas laissé passer. Sous prétexte qu'il était déjà 18 h, il fallait attendre le lendemain. Donc c'est la partie guinéenne qui ne vous a pas laissé rentrer? C'est la partie guinéenne qui ne m'a pas laissé rentrer. On pouvait me permettre physiquement, moi, de rentrer, d'aller à 30 km, trouver un hôtel où dormir et revenir le lendemain prendre le véhicule. Mais le véhicule, on ne pouvait pas me laisser rentrer. J'étais juste garé devant la barrière. Alors qu'il se trouve que j'ai contribué au financement de cette route. C'est le paradoxe. Oui, et c'était 45 millions de dollars de dons à la Guinée pour permettre le libre passage des personnes et des biens. Et moi, j'arrive là, à 18 h, on me dit, je ne passe pas. Donc, j'ai voulu écrire parce que je me suis posé des questions. Un expert en développement, travaillant pour la plus grande institution de développement de l'Afrique, ayant contribué à ce financement, on estimait qu'il fallait mettre les infrastructures. Il faut les faire, il faut construire les routes pour permettre aux personnes de passer. Mais moi, j'arrive et je ne passe pas. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait,
Et le problème d'intégration régionale, ce n'est pas un problème juste d'infrastructure. C'est un changement de mentalité. Donc, est-ce qu'on a échoué? Est-ce qu'il y a une partie de cette équation qu'on a ignorée lorsque le projet devait être financé? Donc, et j'arrive le lendemain à Sareboedo, je suis né là. Et c'est comme si le temps n'a pas bougé. Je suis parti de là, ça faisait 50 ans, un peu plus de 50 ans, mais je me suis retrouvé. L'école, le logement du directeur de l'école qui n'a pas changé, c'est juste les tôles qui étaient complètement rouillées. Exactement, donc en parlant d'école, votre papa dans le livre était un enseignant, donc directeur d'école. Voilà. Donc c'est un domaine que vous connaissez très bien parce que vous avez évolué là-dedans. Et est-ce qu'à cette époque-là, donc en tant que fils d'enseignant, il vous arrivait à changer d'endroit régulièrement, de par des affectations? Effectivement, c'est pourquoi moi je dis que je suis le fils de l'Afrique. Mon père enseignait, il a commencé à enseigner en 1947. Il a enseigné beaucoup de cadres guinéens. Et donc, on changeait de lieu tout le temps, comme il était muté tout le temps. Et donc, en arrivant à Sareboedo, j'ai vu notre domicile. Je suis parti de là, j'avais pas 7 ans. Je reviens plus de 50 ans plus tard, je trouve la même bâtisse, seulement les tôles qui sont rouillées. L'école est là, le terrain de football qui était à côté, etc. Et je me suis retrouvé comme si c'est hier que j'ai quitté. Donc, je dis que c'est un échec. C'est un échec des politiques publiques, c'est un échec de leadership. Sinon, Sareboedo Koundara est placé à la jonction de 3 pays. La Guinée-Bissau, qui est à 15 km, et le Sénégal, qui a une quarantaine de kilomètres. Vous avez le parc de Nyokolokoba, vous avez de l'eau, vous avez des terres. Sareboedo ne devait pas être celui que j'ai trouvé. Donc, c'est ça que je voulais écrire. Mais j'arrive au village, je trouve mon père, je suis resté avec lui pendant 2 semaines, il est tombé malade et il est décédé. Oui, alors, donc, cette partie également, je l'ai lue, très émouvant. Ouais. Donc, de la maladie de votre papa jusqu'à son décès. Et donc, vous avez aussi fait un réquisitoire sur les hôpitaux de la Guinée et puis aussi sur les pratiques de la médecine en Guinée. Et donc, est-ce que, à votre avis, et depuis l'indépendance, donc, est-ce que quelque chose a changé de ce côté-là aussi? Écoutez, c'est là où il y a eu la tournure de mon livre. Parce que je voulais parler de développement. La maladie de mon père m'a fait changer d'idée. Parce qu'il est parti et j'avais tellement de questions pour lui. Je voulais revivre sa vie. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Parce qu'il n'y a pas une personne qui je dois poser la question. Et mon père est tombé malade et je dirais que il y a eu un échec des politiques publiques, de la politique de la santé en Guinée. Il a été victime, je ne ferai pas un réquisitoire, mais je dirais qu'il y a un manque de compétences, un manque de capacité parce qu'il a fait une crise. Et c'est une crise, il était diabétique. Oui, dû au diabète, oui. Voilà, donc on l'amène à la préfecture la plus proche et on le garde 2-3 jours. Et puis après, ils disent qu'ils ne peuvent plus rien. Je décide de le transférer dans la capitale, à Conakry. Et pendant 24 heures, on cherchait un lit pour lui, avec de l'oxygène. Impossible de trouver. Et finalement, j'ai un ami médecin qui a trouvé une chambre qu'il partageait avec un autre malade qui était là, et on l'a mis dans cette chambre. Et 2 jours plus tard, il y a un ami de mon oncle qui était de passage, qui lui demande qu'est-ce qu'il fait là. Il dit que son frère qui est malade, il rentre dans la salle et il l'entend respirer. Et il dit aux soignants, aux médecins, aux infirmiers qui sont là, il dit mais il a un problème de respiration. Les gens là disent oui. Et ils disent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils disent non, qu'ils n'ont aucun équipement pour extraire, je ne sais pas quoi. Alors il dit, à cette allure, vous allez le tuer. Pendant la Covid, j'ai compris ce qu'il disait. Parce qu'il a demandé son niveau d'oxygène. Ils disent non, qu'il est à 67. Il dit, mais vous êtes en train de le tuer.
Pendant la Covid, vous vous souviendrez qu'on disait que quand ton niveau d'oxygène baisse jusqu'à 93, il faut aller aux urgences. Et mon père, lui, il était à 67. Donc, il a appelé une clinique pour voir si on peut trouver un lit pour lui. Et le médecin dit non. Il dit, bon, tu sors ton bureau, tu me mets un lit là-bas et tout et tout. C'est comme ça qu'on a transféré mon père dans son bureau. Il avait accès à de l'oxygène. Malheureusement, il est décédé cette nuit même. Donc, je dis que quand je regarde tout ce parcours, il y a un problème. Et comparé à la situation depuis l'indépendance, moi, je dirais que pratiquement c'est la même chose. Depuis l'indépendance, on n'avait pas de bons médecins. La plupart, c'était des infirmiers qui travaillent. Aujourd'hui, on a beaucoup de médecins dans le pays. Mais malheureusement, il n'y a pas d'équipement dans les hôpitaux. Il y a peut-être un seul hôpital aujourd'hui, on peut parler d'hôpital, qui a des équipements de dernière génération. J'ai contribué à la réhabilitation de cet hôpital. C'est Ignace Dine, non, c'est l'hôpital Donka. Donka, d'accord. L'hôpital Donka, c'est le seul, je dirais, aujourd'hui qui a les standards internationaux, mais un hôpital pour 14 millions d'habitants. Vous voyez ce que ça veut dire. Oui. Donc, rien n'a changé. Au contraire, je dirais que, compte tenu de la croissance démographique, les choses se compliquent encore. Quand quelqu'un tombe malade en Guinée, même s'il a des maux de tête, il prend son avion, il va au Sénégal, il va en Côte d'Ivoire, ou bien quand vous êtes vers l'est de la Guinée, vous allez au Mali, à Bamako, pour vous traiter, pour vous soigner. Et c'est vraiment dommage. On a les compétences, nous avons de très bons médecins. Malheureusement, les équipements qui devraient permettre de faire le diagnostic n'existent pas. Donc, voilà pourquoi je parle de l'échec de ces politiques publiques. J'ai ma belle-mère aussi qui est tombée malade une fois et on l'amène à l'hôpital et le médecin dit que c'est une appendicite et on l'opère. Elle reste là pendant 3 semaines, elle décède. Après, on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait la fièvre typhoïde. Quand elle a été opérée, le médecin s'est rendu compte que les intestins étaient troués. Il l'a refermée, sans informer quiconque. Donc, 3 semaines, elle a souffert, ainsi de suite. Donc, pour moi, problème de santé, c'est... Ça veut dire qu'on ne pose pas les bons diagnostics. On ne pose pas les bons diagnostics. D'un côté, deuxièmement, on n'a pas les médicaments qu'il faut. On n'a pas les équipements qui peuvent nous permettre de faire le diagnostic, de sorte que le problème de santé, c'est un problème très sérieux dans le pays. Donc, vous avez parlé aussi dans le livre de l'exode rural. Oui. Donc, ce sont des phénomènes qui existent encore. L'exode, c'est-à-dire le fait que les jeunes quittent les campagnes pour venir grossir les rangs des villes, notamment Conakry, et d'autres même qui partent à l'étranger, en l'occurrence l'Europe, les États-Unis, le Canada ou même l'Australie, vous l'avez indiqué dans le livre. Donc, est-ce que ce phénomène aujourd'hui, quel diagnostic faites-vous de ce phénomène? Vous savez, historiquement, la Guinée, c'est un pays de migrants. Quand je regarde depuis la colonisation, surtout dans la zone d'où je viens, le Fouta Djallon, la population s'est déplacée pour aller vers le Sénégal. Mais ils allaient pour faire la culture de rente. Vous aviez les arachides, donc le colonisateur qui achetait, qui faisait la promotion de ces cultures. Et ils passaient la saison au Sénégal et ils revenaient après et ils retournaient. Donc historiquement, c'était ça la migration. C'est pour ça que les gens partaient du pays. Mais depuis, après, il y a eu des questions politiques où les gens cherchaient à aller se réfugier ou bien à trouver de meilleures opportunités, ainsi de suite. Mais les dernières décennies, je dirais que cet exode a été encore beaucoup plus alarmant parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les villages, vous trouverez qu'il n'y a que des vieux et des vieilles dames et des petits-enfants. C'est-à-dire tous les jeunes sont quasiment partis. Tous les jeunes sont quasiment partis. Ils sont partis pour trouver une meilleure vie ailleurs, pour trouver la sécurité, pour trouver une meilleure façon de s'occuper de leur famille restée au village.
Mais il y en a qui reviennent quand même de temps en temps, mais ils reviennent 2 ans, 3 ans. Et ils arrivent qu'ils fondent des foyers là où ils sont. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'enfants, je dirais, guinéens, mais qui ont une autre nationalité et qui ne connaissent que ces pays là où ils sont nés. Ils ne connaissent pas, n'ont pas eu la chance de vivre ma vie. C'est pourquoi je raconte beaucoup d'anecdotes dans le livre pour expliquer aux gens, voilà ce qu'on faisait quand on était jeune. Jouer au football, aller nager dans les rivières à côté. C'était l'insouciance. Exactement. Donc je raconte ça et je le raconte pour mes enfants. Et cet objectif pratiquement est atteint parce que mon fils, qui est réalisateur de cinéma, vient de faire un petit film d'une dizaine de minutes où il parle de la famille, de ma famille, de sa famille, de ses aïeux et comment nous nous sommes implantés dans la zone de Timbe Madina, comment nous avons évolué, et il montre le paysage. Et quand vous y allez, vous vous demandez pourquoi quelqu'un quitterait ici pour aller ailleurs. Et une anecdote, j'ai vécu au Montana avec des amis. Les week-ends, on sort, on va dans les parcs. Une fois, on est allé, on dit qu'on va grimper une montagne parce qu'il y a un lac de l'autre côté. Donc, on est allé. Au retour, je dis, mais c'est incroyable. Moi, je vis au milieu de ce paysage, ouais. Chez moi. Ouais. Vous ne pouvez pas faire 3 kilomètres sans voir un grand fleuve. On vit sur les montagnes. On est à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc, mais moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à venir au Montana, à grimper des montagnes, que d'admirer Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et tout ça, je dis encore, c'est encore les échecs des politiques publiques. Le tourisme en Guinée est extraordinaire. Le potentiel est immense, il est extraordinaire. Donc, mais il n'est pas mis en valeur. Il n'est pas mis en valeur. Il n'est pas du tout mis en valeur. On préfère aller dans les Alpes, on préfère aller les plages à Miami plutôt que d'aller nos plages avec le sable blanc, la mer bleue, le soleil. Chez nous, il faut aller ailleurs. C'est parce qu'on ne met pas en valeur ce que nous avons, notre potentiel. Et c'est le problème que nous avons. Alors, donc, on va revenir sur le livre. Il y a une amie à vous, Valérie, qui avait fait un vibrant témoignage pour vous. Vous avez effectué un voyage ensemble dans la Guinée profonde. Et c'est qui Valérie? Écoutez, Valérie, c'est une amie. On a un ami commun qui nous a introduits. Et quand j'ai voulu écrire le livre, je ne voulais pas l'écrire. Je voulais que quelqu'un d'autre l'écrive. Et parce que quand vous racontez votre vie, parfois vous avez tendance soit à exagérer un peu ou bien à ne pas dire tout ce que vous avez envie de dire. Donc, elle a accepté de venir en Guinée. On s'est rencontrés là-bas, donc elle voulait interviewer mes amis, ma famille, voir où j'ai grandi. Ce qui me pousse à faire ce que je suis en train de faire, à réellement comprendre qui je suis. Entre-temps, j'avais écrit le livre, mais je l'avais écrit en anglais. Parce qu'encore une fois, le livre s'adressait à mes enfants. Je dis, aujourd'hui, j'ai des questions pour mon père. Je ne veux pas que mes enfants aient les mêmes questions demain. Donc, je voulais leur écrire. C'est des anglophones, ils sont nés aux États-Unis, ils ont grandi là-bas. Et puis après, quand elle a lu le livre, elle dit non, que ce n'est plus la peine qu'elle écrive le livre. Parce qu'elle ne peut pas faire mieux que ce que j'ai fait. Donc, elle a accepté de façon gracieuse à faire la préface. Donc, on a fait la route ensemble. J'avais des amis, des copains d'enfance qui étaient avec moi. On lui racontait ce qui se passait. Et surtout, quand on est entré chez nous, c'est les plaines de Timbi, qui sont... Tout le monde connaît, c'est la capitale de la pomme de terre en Guinée, et elle a senti mon attachement à cette terre. J'ai fait le tour du monde, j'ai fait plus de 150 pays, mais quand j'arrive dans ces plaines, je suis une personne différente, parce que ce sont ces plaines qui m'ont vu grandir, ce sont ces plaines qui me connaissent. C'est là où j'ai mes parents, ma famille, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont élevé, ceux qui ont fait de moi ce que je suis. Donc, je suis obligé de revêtir mon manteau
de jeunes adultes, pour ne pas dire jeunes garçons, parce qu'il y a des aînés à qui je dois tout, et respect, et obéissance, quel que soit le niveau de mes études, quelles que soient les institutions où j'ai évolué, quelles que soient mes compétences, encore quand je suis là, je suis tout petit. Alors, donc, dans la famille, papa était enseignant, directeur d'école. Est-ce que quelqu'un a pris son flambeau? Quelqu'un est devenu enseignant dans la famille, parmi vos frères et sœurs? Pas réellement. Pas réellement. Les temps ayant changé, j'ai des frères et sœurs qui sont des hommes d'affaires en Guinée. J'ai un frère qui est ici en France, qui est médecin nephrologue. J'ai un frère qui est directeur senior de Google aux États-Unis, qui est même en train de travailler aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Il supervise des milliers de personnes. Et puis moi, et aujourd'hui, je dirais que quand je suis revenu en Guinée, j'ai décidé de faire quelque chose. Et je me demandais qu'est-ce que j'allais faire pour ne pas dégrader mon expérience, mon expertise. Et le seul chemin que j'ai trouvé, c'est l'enseignement. Donc, je suis associé dans une université. Je suis président du conseil d'administration. Donc, dans ce cas, vous êtes revenu sur les traces de papa. Finalement, je me suis rendu compte que, comme on dit chez nous dans notre langue, Peul, que l'eau retrouve toujours son chemin. Son chemin, voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Je donne des cours et j'ai construit plusieurs écoles, personnellement, de mes revenus, de mon salaire. Et parce que je me dis que quelque part dans ces petits villages, il y a un ATD qui est là, qui demain, qui sait qu'est-ce qu'il va devenir. Donc Exactement. Il faut leur donner des opportunités que moi j'ai eues, parce que c'est parce que mon père était enseignant que moi je suis allé à l'école. On s'est occupé de moi et j'ai fait les études que j'ai eu à faire. C'est l'environnement dans lequel je me trouvais qui a permis de faire de moi ce que je suis. Donc j'essaie dans une certaine mesure de répliquer cet environnement à petite échelle pour que d'autres jeunes puissent émerger pour l'Afrique. Donc, dans le livre, vous avez également parlé donc, du tribalisme en Guinée, un sujet extrêmement sérieux. Et donc, vous avez même donné l'exemple d'un homme politique et, qui attise ce levier. Et est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, la Guinée et même l'Afrique en général, le tribalisme encore existe, prospère? Écoutez, j'ai écrit un chapitre dans le livre où je dis Black Lives Matter. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai appelé ce chapitre Black Lives Matter parce que pendant que je finissais d'écrire le livre, nous savons tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui. Et donc, c'est le racisme, c'est l'ethnocentrisme, ainsi de suite. Alors, je n'ai pas fait de commentaires particuliers dans le livre. Tout ce que j'ai fait, c'est de raconter mon vécu. Et je voulais dire que chacun d'entre nous, nous avons peut-être une dose de régionalisme, d'ethnocentrisme. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que ça va nous aveugler? Surtout ceux qui ont le pouvoir, est-ce que ça va les aveugler? Ou bien ils vont comprendre qu'il n'y a aucune différence? Parce que historiquement, quand on retourne, on regarde c'est quoi le racisme, on sait ce que ça veut dire. Ça ne veut absolument rien dire. Absolument. Nous avons le sang rouge, et nos langues diffèrent compte tenu de là où on était. Voilà. Et comme on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, s'il y a aujourd'hui des jaunes, des rouges, des blancs, des noirs, ce n'est pas leur choix. Donc, on appartient tous à l'espèce humaine. Exactement. Donc, l'exemple que j'ai donné, et c'est surtout mon ami Valérie qui l'a soulevé, un homme politique qui est en train de raconter des histoires, uniquement pour attiser cette flamme et pour dire que chez nous, et particulièrement stigmatiser tout un groupe ethnique, pour dire que l'esclavagisme existe encore dans cette zone.
ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas vrai. Bon, mais ça servait une cause. Voilà pourquoi il le fait. Et moi, je crois que mon avis, c'est qu'on est tous les mêmes. On peut ne pas parler la même langue. On peut ne pas s'habiller de la même façon. On peut ne pas avoir le même teint. Mais on est tous les mêmes. Et moi qui tourne, je me rends compte que nous avons des relations de la famille un peu partout, dans tous les groupes ethniques. Moi qui vous parle, j'ai des neveux qui sont belges. J'ai des neveux qui sont français, j'ai des neveux qui sont américains blancs ou des nièces, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il faudrait que je choisisse entre mon neveu, dont le père et la mère sont purs comme moi, contre mon neveu, dont le père est un blanc aux yeux bleus? C'est mon sang. Alors, donc, on me signale que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je voulais juste vous demander de regarder cette caméra et maintenant d'adresser votre message, un message que vous voulez faire passer auprès des Guinéens et puis auprès de ceux qui souhaitent lire votre livre. Et comme je disais à l'entame, j'ai écrit ce livre, au début c'était pour parler du développement, et plutôt de parler, de regarder, d'avoir un autre regard, parce que la majeure partie des livres qui sont écrits sur le développement, c'est positif. Et moi je crois qu'il y a le revers de la médaille. Il y a des choses qui se passent dans nos pays, il faudrait réfléchir. Un projet qui est financé par une institution de développement qui doit être exécuté en 5 ans, qui 7 ans, 8 ans plus tard n'est pas exécuté, un taux de décaissement de moins de 10%, qui a juste servi à financer les salaires de l'équipe du projet, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable parce que ces projets, c'est pour un objectif donné. Par exemple, c'est de donner de l'eau potable, c'est de soigner, c'est de scolariser cet enfant, c'est de faire cette route, ainsi de suite. Donc, c'était ça l'objectif. Et après, finalement, ça tournait avec le décès de mon père pour parler de moi, de ma famille, de mon héritage, pour dire qui je suis, d'où je viens et quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma famille, pour mon pays, au-delà pour toute l'Afrique. Très bien, donc nous arrivons au terme de cette émission. Donc voilà le livre ATD, donc Amadou Tcherno Diallo et un fils du terroir. Donc si vous voulez retrouver ce livre, l'auteur, où est-ce qu'on peut retrouver ce livre si on veut l'acheter? Donc c'est l'Harmattan qui l'a édité. Voilà. Ou bien sur Amazon. Voilà, sur Amazon et donc l'éditeur Harmattan. Donc aujourd'hui aussi, si ceux qui souhaitent, il doit faire la dédicace de ce livre tout à l'heure à partir de 14 h jusqu'à 18 h, donc au métro Alexandre Dumas, dans le 20e arrondissement de Paris, donc la rue Charonne. Nous allons tous nous y rendre. Eh bien, merci beaucoup, donc, monsieur le ministre, d'avoir accepté cette invitation, de nous avoir éclairé sur vous-même, sur votre parcours et également sur la Guinée. Nous vous remercions d'être venu sur notre plateau. C'est à moi de vous remercier d'avoir bien voulu m'inviter. Merci. Merci beaucoup.